Voilà, le collectif Neurodiversité Savoie, que je représente ici en tant qu'association Les Saint-Exupériens, est heureux d'ouvrir le cycle Autisme, il faut tout un village, que nous préparons avec Nathalie Boulnois depuis plusieurs mois, et dont le financement est porté par UDAF 73. Ce projet, Neurodiversité Savoie, que nous voulons collaboratif, transversal, a été impulsé en novembre 2023 par 3 associations de UDAF 73, les Saint-Exupériens, AMPEP et Appétis des Deux-Savoie, avec le soutien de Jean-Michel Lassonnière, son président. En rappel, Neurodiversité Savoie n'a pas vocation à se substituer à l'existant, mais se veut passerelle pour favoriser les liens entre les différents acteurs et peut-être avancer un peu plus vite de ce fait. En 2024, en 5 conférences, Olivier Revol, pédopsychiatre reconnu, a su nous fédérer, parents, familles, associations, enseignants et professionnels. Ce soir, nous remercions sincèrement le centre hospitalier de Bassin de son accueil, Dr Cabrol, Viviane Wyss du projet territorial de santé mentale de Savoie et les communautés professionnelles territoriales de santé qui auront communiqué sur ces événements. Nous remercions le monde du médico-social et les associations d'autisme de Savoie qui en auront fait de même auprès de leurs familles. Et nous sommes particulièrement reconnaissants à M. Cou, directeur académique de l'Éducation nationale de Savoie, et ses équipes d'avoir fait en sorte que tous les personnels soient informés de la tenue de cette soirée, donc du cycle. Ce soir, nous décomptons environ 550 inscrits. Voici quelques statistiques concernant les inscrits de ce matin. Donc, ces statistiques sont tout ce qu'il y a de plus récentes, hein, elles sont réalisées par Christian. Et donc, environ 6 personnes sur 10 sont de Savoie, puisque nous sommes 550, voilà, c'est la statistique qui apparaît. Les colonnes rouges représentent la Savoie et les bleus hors Savoie, voire internationale, puisque nous avons une inscription au Japon et une autre au Canada. Le nombre de profils parents-famille de 111 pour la Savoie est inférieur aux 144 profils éducation nationale. Comme vous le voyez, 3 personnes inscrites sur 10 sont concernées par le trouble du spectre de l'autisme dans notre public de ce soir. Ensuite, parlons un peu des troubles associés. On a retenu 2 éléments significatifs de troubles associés dans notre public, à savoir la prévalence de l'association TSA-TDAH, qui est de l'ordre de 1 personne sur 2, et 2 personnes sur 5 sont concernées par le TSA et les 10. Maintenant, on laisse la place à Nathalie Boulnois, que nous remercions par avance de la belle soirée qu'elle nous a préparée. On se retrouvera pour des échanges ultérieurement. Voilà, bonne soirée à tous et merci d'être là. Bonsoir à tous, que vous soyez en présentiel ou en distanciel. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour assister à cette première conférence qui s'inscrit donc dans le cycle autisme. Il faut tout un village, parce qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Tout le monde connaît le proverbe africain. Ce soir, nous allons donc aborder l'efficacité collective au service du plein potentiel des personnes autistes. La prochaine conférence abordera la gestion quotidienne des personnes autistes par les familles. Et donc la 3e conférence, nous aborderons l'enseignement inclusif. Nous tendrons vers la pédagogie universelle, voilà, qu'on appelle aussi la CUA. Alors voilà, à l'heure où nous allions devenir parents, mon mari et moi, mon mari nous a préparé par l'acquisition de la bibliographie complète de Françoise Dolto, qui était encore très en vogue au début des années 2000. Nous reviendrons un petit peu plus tard sur ce personnage historique. Ce plan, nous avons dû d'entrée le modifier. Il a fallu faire table rase de tout ce qui nous avait été transmis
par l'éducation que nous avions reçue, la société, voilà. Et pour ma part, il a fallu faire d'autres choix, à savoir arrêter de travailler pour me consacrer à nos 2 enfants autistes au profil très différent, puisque Paul, le premier, fait partie plutôt du syndrome d'Asperger, je sais qu'il ne faut plus le dire, et le deuxième a une déficience verbale assez importante, et il est dyscompliant, ce qui veut dire qu'il ne connaît pas, il n'a pas intégré les codes sociaux. Et donc j'ai également dû lire, parce que nous habitons en pleine campagne, dans la campagne charolaise, en Saône-et-Loire, et qu'il n'y avait pas beaucoup de choses pour nous aider, voilà, 20 ans. Donc j'ai beaucoup lu, je lis encore beaucoup, je me suis formée, j'ai suivi des MOOC, parce que pareil, l'accès à la formation en campagne, c'est pas facile, donc heureusement qu'Internet est arrivé. Et puis j'ai validé un DU Autisme TSA au Vinatier, et j'ai proposé un mémoire qui portait sur le traitement du son des personnes autistes. Comme le disait Claude Bernard, justement, puisque c'est à la fac Claude Bernard que j'ai validé le DU, c'est ce que nous pensons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. Or, nous n'avons jamais fini d'apprendre, et notre savoir et nos expériences nous obligent à constamment remettre à niveau tout ce qu'on peut savoir. Voilà, nous entrions donc dans un terrain totalement inconnu, avec 2 enfants autistes qui en plus étaient très différents, et nous avons dû nous laisser guider par eux. Et comme tous les parents concernés par l'autisme, il nous a fallu faire appel à d'autres ressources, telles que la créativité et ce que certains nommeront l'intuition, formulant les hypothèses qui nous semblaient les plus plausibles et qu'il nous fallait ensuite valider. Cette méthode imparable, pratiquée par le plus grand des détectives, Sherlock Holmes, allait nous permettre d'appréhender la singularité des situations de notre quotidien. Alors, la référence à Sherlock Holmes, c'est pas juste pour m'amuser. D'abord parce qu'effectivement, comme vous pouvez le lire, Sherlock Holmes analysait, raisonnait, donc c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. Et puis c'est aussi un petit clin d'œil, on y reviendra plus tard, à la pop culture, à la représentation de l'autisme par le grand public, à travers notamment cette fabuleuse série de la BBC Sherlock, avec l'interprétation de Benedict Cumberbatch, et qui clairement exprime le choix des scénaristes, puisque le vrai Sherlock Holmes n'était pas autiste, mais celui de la BBC. Donc nous étions devenus des détectives en herbe, en quête d'indices et surtout de solutions qui correspondent aux besoins des fonctionnements de nos enfants. Et si notre quotidien était malgré tout ponctué de moments très difficiles, nous avons entamé malgré tout une plongée dans un monde absolument fascinant, qui a modifié considérablement notre perception du monde. Ça nous a ralenti, on a été beaucoup plus dans le perceptif, comme les personnes autistes, et on a beaucoup plus fait attention au monde qui nous entourait. Ah ben voilà. Alors, notre conférence ce soir porte sur l'efficacité collective dans une approche positive. C'est-à-dire qu'on va voir qu'il faudrait davantage s'axer sur le positif des personnes autistes que sur leurs points négatifs, ne serait-ce que pour leur bien-être et pour leur confiance en elles. Nous allons donc d'abord voir ensemble, retracer un peu l'histoire de la réhabilitation des parents et surtout des mamans, à travers une histoire qui était quand même douloureuse. Ensuite, nous aborderons le partenariat et la coordination entre professionnels, avec également une petite remarque sur le nécessaire partenariat entre les professionnels. Et on sait que c'est un élément que les parents pointent souvent, ce manque de collaboration entre les services et les professionnels. Et je peux le pointer. Enfin, nous aborderons l'autisme, cette fois comme variant humain, à travers la reconnaissance de la dignité d'une forme de vie atypique et minoritaire, puisque nous avons vraiment affaire à une autre intelligence. L'autisme, c'est vraiment une condition à part,
dont il faut prendre la mesure, et nous verrons également quels sont les accompagnements qu'il faut, enfin une partie, parce que je ne peux pas tout vous exposer ce soir, et puis je ne suis pas une professionnelle, une partie des accompagnements qu'on peut mettre en place afin de répondre au plus près des besoins des personnes autistes, en misant, comme on l'a dit, sur leurs forces. Alors, il me faut ma fiche parce que j'ai pas tout retenu. On va retracer rapidement l'histoire. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire de l'autisme, ce serait trop long et pas très agréable. On va surtout pointer la réhabilitation des mamans, puisque moi je me positionne ce soir en tant que maman, je suis venue plutôt vous parler du côté des parents. Et on va voir quelle a été cette histoire douloureuse. Donc l'histoire de l'autisme, elle s'étend maintenant sur plus d'un siècle quand même, depuis la création du mot en 1911 par le psychiatre suisse Eugène Bleuler. Et c'est Grunia, je pense que ça se prononce comme ça, Efimovna Soukareva, psychiatre russe, qui sera la première à utiliser ce terme pour décrire en 1926 5 enfants supérieurement intelligents, présentant un intérêt quasi exclusif sur des sujets très particuliers tels que l'astronomie et les dinosaures. En 1935, la psychologue Annie Weiss et son mari Viktor Frankl décrivent le cas d'enfants semblables à ceux de Grunia Soukareva. Alors, tous deux juifs, malheureusement, ils se réfugient après l'Anschluss aux États-Unis, où ils sont accueillis dans un service de psychiatrie à Baltimore par le pédopsychiatre Léo Kanner. Et c'est probablement grâce à eux que Léo Kanner a pu reconnaître et conceptualiser l'autisme précoce en 1943, mais, et c'est là que l'histoire commence, il met l'accent qu'il met sur le rôle des parents dans l'autisme de leur enfant sera le terreau fertile dans la domination de la théorie psychanalytique durant près de 40 ans. Moi, je n'entends rien à la psychanalyse. Je pense que c'est plutôt un courant de la psychanalyse, qui est les lacaniens, je crois, qui a vraiment posé problème. Après, je pense que ce serait bien qu'on ait une petite histoire de la psychanalyse, parce que moi, je ne suis pas compétente. Un an plus tard, c'est Hans Asperger qui décrit un autisme de haut niveau, caractérisé par une absence d'altération de langage et une capacité de mémorisation inhabituelle. Quelques années plus tard, l'approche psychanalytique de l'autisme commence alors à s'implanter aux États-Unis. Et en France, c'est à travers son étude de cas la plus connue, le cas Dominique, paru en 1971, que Françoise Dolto, donc on y revient, reprend l'hypothèse de la mère réfrigérateur, décrite par Kanner, rendant la mère et le milieu familial responsables de l'autisme chez l'enfant. Cette hypothèse a rencontré un large écho dans la presse française et Dolto a publié plus d'une quarantaine d'ouvrages qui me servent de calmeuble aujourd'hui, véhiculant la pensée psychanalytique auprès d'un large public, ciblant tout particulièrement les mamans. Au même moment, l'implantation de la psychanalyse en France assure une forte diffusion aux théories de Bettelheim, pédagogue et psychothérapeute américain, jusqu'à sa remise en cause par les associations de parents et par les médias durant les années 90. Et en 2007, l'avis 102, donc il n'y a quand même pas si longtemps, l'avis 102 du Comité consultatif national d'éthique incrimine la diffusion des idées de Bettelheim jusqu'à le juger responsable d'une souffrance inutile des mères d'enfants autistes et d'une prise en charge éducative non adaptée aux enfants autistes. C'est dans cette lutte pour la reconnaissance que Lorna Wing, britannique spécialiste de l'autisme et mère d'un enfant autiste, réactualise en 1981 le travail de Hans Asperger en publiant une proposition pour définir un syndrome d'Asperger. En France, un groupement national de parents se lève pour défendre le droit à une prise en charge éducative et non psychanalytique des personnes autistes, qui aboutit en 1989 à la création de la première association de défense des personnes autistes, Autisme France. Cela conduira au rattachement de l'autisme au domaine du handicap, ainsi qu'à la mise en place de mesures par le gouvernement via 4 plans autisme, dont le premier a été lancé en 2005, suite à une condamnation de la France par la Cour européenne pour le non-respect des droits des personnes autistes.
Et depuis 2005, les politiques publiques de l'autisme prennent forme à travers une succession de plans et de stratégies orientant les actions, les appels à projets et les dispositifs d'accompagnement. Et la dernière stratégie en date, la stratégie 2023-2027, s'ouvre au champ des TND. Voilà pour ce bref historique. Alors, comment en arriver à établir un partenariat parents-professionnels efficace? Tout d'abord, il faut déterminer quels sont les besoins des professionnels dans leur pratique et leur accompagnement pour accompagner au mieux les personnes autistes. Quand je dis personne, en fait, l'intérêt de dire personne et non pas enfant, c'est que du coup, ça englobe les enfants, les ados, les adultes. Voilà. Quel est l'impact de l'autisme sur l'enfant et sa famille et quels sont leurs besoins? Donc là, je vais pouvoir clairement vous en parler. En quoi le partenariat parent-professionnel est une donnée essentielle dans l'accompagnement des personnes autistes et quels en sont les éléments clés? Je ne lis pas, hein, vous pouvez lire. Alors, quels sont les besoins des professionnels dans leur pratique et leur accompagnement? Les professionnels sont souvent mal préparés à la gestion des enfants autistes, des ados, donc des personnes autistes, et aussi de leurs parents. Ils sont alors confrontés à des situations particulièrement stressantes qui risquent d'avoir un impact négatif sur leur accompagnement des familles, mais aussi sur leur ressenti professionnel. La formation est donc évidemment un levier fondamental pour adapter ces pratiques au plus près des besoins des familles et des personnes autistes, mais ce n'est pas le seul levier fondamental, bien sûr. Alors voilà, je vous ai fait une petite liste qui n'est pas exhaustive. Le besoin donc d'une formation spécifique et d'une réactualisation régulière des connaissances au vu de l'évolution des découvertes scientifiques et des modes d'accompagnement a pour objectif de mieux comprendre les besoins des familles et des personnes autistes afin de proposer un accompagnement adapté et personnalisé. Et donc, il existe maintenant beaucoup de formations, alors qui sont gratuites ou payantes, en présentiel ou en distanciel. Il faut juste prêter attention à la validité des formations et vérifier qu'elles soient conformes aux recommandations de la Haute Autorité de Santé. Et même dans ce cas-là, je peux vous citer quelques exemples de formations, notamment en ABA, où clairement les professionnels n'avaient pas compris de quoi ils parlaient. Voilà, par exemple, les personnes autistes ont des particularités perceptives, des particularités sensorielles. Et un papa autiste d'ailleurs m'a rapporté qu'il avait été très choqué lors d'une formation lorsque l'intervenante a été... lorsqu'on a posé la question à l'intervenante, une maman a posé la question, voilà, moi mon bébé il supporte pas le contact, je le supporte pas, c'est trop dur, qu'est-ce que je peux faire? Et la formatrice a dit, en fait c'est un comportement qu'on peut modifier. Donc ce n'est pas un comportement, c'est une souffrance, voilà, c'est une sensibilité, c'est une particularité perceptive. Donc non, c'est pas pour faire plaisir à la maman qu'on va apprendre à l'enfant à supporter le contact de sa maman. C'est pas possible, quoi. On va évoluer doucement, travailler sur sa sensorialité, mais voilà, c'est pas un comportement. Et un autre exemple, donc une maman me dit, voilà, non, c'est une éducatrice qui me dit... j'ai été très choquée. Dans le cadre de l'ABA, on cherche, vous savez, des renforçateurs pour motiver l'enfant. Et il se trouve que l'intervenante avait trouvé pour seul renforçateur les croquettes du chat que l'enfant aimait manger. Voilà. Donc, si vous souhaitez vous former, vous avez effectivement, vous pouvez trouver des formations voilà, qui sont gratuites et payantes. Canopé, c'est vraiment pour les enseignants. Epsilon, je vais quand même essayer de passer. Epsilon à l'école, peut-être certains d'entre vous connaissent, j'imagine. Ensuite, au niveau des universités, vous avez beaucoup de MOOC. Je vous invite également à traverser un peu l'Atlantique pour aller voir ce qui s'y passe, parce qu'il s'y passe vraiment de belles choses. Pour la France, en termes de ressources, vous avez la Maison de l'Autisme, le GNCRA sur lequel vous aurez des formations, mais également des ressources
Vous avez accès à un centre de documentation où vous pouvez commander en ligne les ouvrages. Ils vous sont envoyés gratuitement. Pour de la consultation, il faut les rendre après. Autisme Info Service, 2 minutes pour mieux vivre l'autisme. Allez-y, c'est extraordinaire, puisque c'est un site qui a été créé, je crois, par des orthophonistes et qui, en 2 minutes, aborde toutes les thématiques relatives à l'autisme dans la gestion du quotidien. Voilà. Clepsy, donc c'est l'hôpital de Bray à Paris qui a créé ça. Et voilà, ça donne des pistes intéressantes pour mieux comprendre et adapter son intervention. Et donc, quand je vous parlais de traverser l'Atlantique, je vous invite vraiment à aller consulter le réseau national. Alors, c'est le RNTSA qui propose une quantité de ressources sur son site et notamment des webinaires. Enfin, pour la recherche, je vous invite vraiment à vous inscrire à la revue, pareil, du laboratoire de Laurent Motron à Montréal, qui s'appelle Sur le spectre, qui vulgarise vraiment la recherche à travers des dossiers thématiques, et c'est tout à fait remarquable. Alors, ce qu'on vient de voir, ça s'adresse également aux familles, bien sûr, parce que dans les formations, il y a des formations pour les familles, des formations pour les professionnels, et également des formations pour les personnes autistes et des ateliers pour les personnes autistes, voilà, notamment au GNCRA. Voilà, alors l'objet... Alors, il faut également savoir détecter et orienter, donc ça s'apprend, il faut avoir quand même un minimum de connaissances en matière d'autisme et en matière de prise en charge sur le territoire pour pouvoir orienter correctement les parents. Le diagnostic, là, encore une fois, ce sont les professionnels qui doivent se former, et je pense notamment aux psychiatres, puisque ce sont surtout eux qui posent le diagnostic, puisque, comme le dira le docteur Cabrol tout à l'heure, en France et peut-être probablement ailleurs, c'est un diagnostic médical. Et il faut se former pour faciliter l'accès aux soins somatiques. Ça, c'est vraiment terrible. Dans les hôpitaux, les médecins généralistes, personne n'est formé. En tout cas, pas en Bourgogne. C'est en Bourgogne, très peu, là d'où je viens. Et donc, c'est très compliqué de trouver des équipes qui ont les connaissances où il faut préparer la personne autiste longtemps en amont, lui faire un planning visuel pour qu'elle sache exactement à quoi elle va s'attendre, parce qu'elle va se retrouver dans un environnement qu'elle ne connaît pas, certainement avec des odeurs, des lumières, des sons. Donc tout ça, ça se prépare en amont, et il est absolument indispensable de se former à ça. Donc il y a des centres hospitaliers qui sont spécialisés pour ça, et sinon vous pouvez également, alors moi j'avais fait une proposition au conseil départemental de Saône-et-Loire. Il existe maintenant des maisons de santé départementales, et moi le message que j'ai souvent eu par les médecins généralistes, c'est prendre comme patient un enfant autiste, c'est long, ça prend du temps. Et le temps, quelque part, c'est quand même de l'argent. Donc, je proposais que ce soit les centres de santé départementaux où les médecins sont salariés. Ça me semblait logique qu'il y ait une proposition dans ce sens, à savoir former les médecins dans les centres de santé départementaux. Ça aurait été une première chose. Et puis, je proposais également de former les infirmières scolaires et d'acquérir le kit CAPAS, que je vous invite à aller découvrir sur Internet, et qui est un kit qui permet de faciliter l'accès aux soins. Alors c'est vraiment dans le diagnostic courant chez le généraliste, là, avec une méthodologie, des fiches pratiques, une clé USB, des supports, du matériel médical, donc le vrai, pour entraîner la personne autiste, qui est vraiment très bien, et une banque de données imagées pour créer donc des séquentiels. Donc moi il me semble que ce kit-là devrait être dans les maisons de santé, dans les hôpitaux, proposé par l'infirmière, puisque c'est un kit qui est destiné à être prêté aux familles, notamment, pour qu'elles entraînent leur enfant. Enfin, en matière d'adaptation, de l'accompagnement, de la facilité de la scolarisation, de la socialisation et de l'inclusion, je vous propose aussi d'aller consulter le site de la Fédération française du sport adapté. Élodie Couder, qui est en charge de l'autisme, a créé un document tout à fait remarquable, qu'elle a refondu d'ailleurs récemment,
qui présente vraiment la méthode pour accueillir des enfants autistes en milieu sportif et comment, encore une fois, en passer par des séquentiels et puis identifier les zones d'activité avec un ordre donné. Voilà. Le besoin de soutien, les professionnels eux aussi ont besoin d'être épaulés, c'est un travail d'équipe, on ne peut pas faire seul, ce n'est pas possible. Un besoin de guidance également et de supervision par des experts, je pense aux généralistes qui devraient se tourner un peu plus régulièrement vers les médecins experts pour des questionnements sur le traitement, sur les particularités que les généralistes ne connaissent pas forcément. Il faut également avoir un regard réflexif sur sa pratique, ne pas hésiter à exprimer aussi ses échecs. C'est vrai qu'en France, on n'aime pas trop parler de ses échecs, mais en fait, on apprend de nos échecs, sinon on n'apprend rien. Et enfin, je vous invite tous à militer en faveur de la formation initiale. Alors, quel est l'impact de l'autisme sur l'enfant et sa famille et quels sont leurs besoins? Il est primordial pour les professionnels de comprendre, de mesurer, prendre en compte l'impact de l'autisme sur la qualité de vie des parents. Alors, pour leur apporter le meilleur soutien possible, mais également pour faire preuve de bienveillance, d'attention, voilà, on n'annonce pas des diagnostics comme ça de but en blanc, il faut, voilà, c'est tout un travail de deuil, vous imaginez, d'avoir un enfant qui est différent, du moins par rapport au regard que porte la société sur lui. Alors, voilà, comprendre les difficultés et les besoins des familles. Alors, on va voir un peu les facteurs internes. J'ai vu qu'il y avait une question, qui aborde la sexualité. Et alors, figurez-vous, coup de bol. Hier matin, on a un monsieur qui est venu pour... je ne vais pas vous raconter toute notre vie, mais bref, son épouse travaille dans cet endroit qui s'appelle Intimagir. Alors moi, je ne connaissais pas, j'ai découvert ça hier matin, donc je me suis précipitée pour vous le donner. Et donc, il s'agit de l'accompagnement dans la sexualité. C'était une question ce soir. Et effectivement, je peux vous dire qu'au quotidien, c'est coton. Donc, on peut s'adresser à cette association, donc autant vous dire que je vais le faire très rapidement, vraiment ils apportent une aide alors également auprès des personnes autistes, pas que des parents, et ils répondent à toutes les questions. Le puritanisme n'est pas de mise, et c'est très bien, voilà. Donc ne pas hésiter à aller consulter ce site qui est vraiment une ressource inestimable. Il existe d'autres choses, Moi j'ai téléchargé un kit qui m'a coûté un peu cher, mais avec des vidéos, c'est indispensable pour les personnes autistes comme mon fils qui n'ont pas le langage et qui ne mettent pas de contexte social sur ces pratiques. Voilà, donc ça c'était une première réponse que je voulais apporter à la personne qui a posé la question. Alors après, attendez, parce que j'ai pas les bonnes... Voilà. Alors oui, l'état de l'enfant, les particularités, on va dire, de l'enfant dans la gestion quotidienne, c'est-à-dire qu'il faut prêter attention à toutes ces particularités perceptives, langagières et comportementales. Alors nous, on a 2 enfants autistes différents, donc pour le premier, c'était plutôt sur l'organisation et la planification, mais tous les 2 ont présenté par exemple des troubles de l'oralité alimentaire, donc évidemment ils n'aimaient pas les mêmes choses. Donc tous les soirs je faisais 3 menus parce qu'on en avait marre de manger des trucs mixés avec mon mari. Voilà, donc la gestion quotidienne c'est ça aussi, en termes de aller faire les courses en quantité, préparer des menus différents. Il y a donc les particularités perceptives. Alors nous, on vit en plein milieu du Charolais, au milieu des vaches, et Pierre a peur des vaches, pas de bol. Voilà, donc il y a une particularité au son, au traitement du son, ce qui était le sujet de mon mémoire. On abordera plus loin les compétences d'ailleurs, puisque ça en fait partie, et les particularités langagières, donc
Voilà, Paul enfin, on reviendra tout à l'heure un peu sur les particularités aussi langagières des personnes autistes. En termes de comportement, à la maison, c'est pas toujours facile entre les deux garçons, puisque l'un est hypersensible, l'autre est hyposensible, donc ça marche pas. Voilà, il y a aussi les caractéristiques personnelles des parents. Nous sommes tous différents, autant que les personnes autistes, et donc il faut prendre en compte cette différence. Il y a des parents qui s'investiront plus ou moins, qui n'en ont pas la capacité, pas l'envie, pas l'énergie. Voilà, ça fait partie de nos différences et il faut les accepter. On peut pas pousser, voilà, on peut pas pousser les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie. Et puis il y a des gens très impliqués. Voilà, on a toutes sortes de parents. Les ressources intellectuelles, donc on l'a dit, et le fonctionnement familial, ce qui correspond un petit peu parfois à ça. Voilà. Les facteurs externes, donc c'est pareil, là on peut parler aussi des caractéristiques des personnels des parents, c'est-à-dire accepter le regard des autres sur son enfant et puis se sentir aussi un peu exclu, avoir du mal à supporter ce regard, se sentir différent par la différence de son enfant. Et moi, je peux vous donner des exemples où le public ne comprend pas ce qui se passe. Par exemple, un jour, voilà, j'avais bien préparé Pierre pour aller faire une balade en vélo jusqu'à son petit carrefour où il s'achète ses chips. Et donc, nous devions longer le canal et puis passer par la ville. Et en fait, arrivé au canal, il a voulu passer par le parc. Donc, il s'est fâché et il a jeté le vélo dans le canal. Voilà. Et là, passait un couple de sexagénaires qui me regarde et la dame me dit « Mais enfin, quelle idée !» Et voilà un petit peu les situations auxquelles on peut être confronté vis-à-vis de l'environnement, de la société. C'est pareil, aller à un rendez-vous médical, ça peut être très compliqué pour les parents parce que l'enfant qui est dyscompliant, qui n'a pas de code, qui saute partout, qui crie, qui tape, qui jette... Forcément, on est taxé de mauvais parents. Voilà. Donc, voilà, c'est très difficile pour certaines familles de supporter cela. Il y a également l'inquiétude financière, puisqu'accompagner un enfant autiste, ça coûte beaucoup d'argent. Et je rappelle que certains parents sont obligés d'arrêter de travailler pour s'occuper de leur enfant, et donc ils perdent un salaire. Donc ça, c'est très compliqué. Moi, j'ai le cas d'une amie qui a une petite fille autiste, elle a dû arrêter de travailler. Voilà, ils ont des moyens qui ne sont pas délirants voilà, maintenant l'école pour l'instant ne veut pas prendre la petite sur le temps du midi, pas sur les intercours alors qu'elle est au collège et qu'elle n'a pas spécialement de difficultés. Donc ça empêche la maman aussi de retrouver un travail pour assurer une sécurité financière à la famille. Donc c'est tout ça qu'il faut prendre en compte également, que les professionnels de l'éducation en soient conscients aussi. Et donc, quel est l'impact sur la famille? La stigmatisation, clairement, c'est l'isolement. Si les parents ne sont pas formés, il y a effectivement une diminution de la confiance parentale, un sentiment d'incapacité et d'impuissance, un stress, une anxiété, une dépression qui s'installe, et on peut même parler d'épuisement parental, parce que quand il faut tout gérer, plus supporter les particularités comportementales de l'enfant, gérer ça, voilà, c'est très difficile parfois à encaisser, donc on sait qu'il ne faut pas, voilà, on ne va pas agresser notre enfant. Alors je vous invite à regarder un film qui s'appelle Tully, qui passe en ce moment sur Netflix, avec la magnifique Charlize Theron qui s'est encore faite moche, et qui aborde vraiment l'épuisement parental. Et pourquoi regarder ce film? Parce que clairement, il y a un des 3 enfants, il est autiste. Et on voit à un moment qu'elle est en surcharge, elle est en épuisement complet, parce qu'elle est sur un parking, que le petit garçon tape dans son siège à l'arrière comme ça, et la petite à côté lui dit « Maman, fais-le arrêter, fais-le arrêter !» Et en fait, elle n'y a pas de place sur le premier parking, elle doit aller se garer sur le deuxième, et le petit garçon, ça le perturbe parce que ça le change dans ses habitudes. Voilà. Et là, la maman, elle est à bout. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment voir ce film qui est magnifique. Alors, quels sont les besoins? Donc, par rapport pour comprendre les familles, donc à l'annonce du diagnostic, les familles doivent recevoir le maximum d'informations, et donc ce travail est réalisé par les médecins psychiatres, et je vous laisse le docteur Cabrol vous présenter cela.
Bonjour, merci beaucoup à Neurodiversité Savoie et à Madame Boulnois de m'avoir invité à vous dire un petit mot concernant le diagnostic du trouble du spectre de l'autisme. Je crois que l'idée du message que je souhaitais vous adresser, c'est d'essayer de faire comprendre pourquoi le diagnostic était un diagnostic médical dans notre pays, mais évidemment pas seulement chez nous. D'abord, il faut avoir en tête qu'il faut faire la part des choses entre ce qu'on appellerait le spectre de l'autisme et le fait qu'effectivement il y a des différences importantes de fonctionnement entre chacun d'entre nous. Et dans cette neurodiversité, des personnes fonctionnent de manière un peu spécifique et s'inscrivent dans ce qu'on appelle le spectre de l'autisme. Ces personnes n'ont pas de troubles, n'ont pas de retentissement et peuvent tout à fait, bien sûr, se passer de diagnostic tout au long de leur vie et vivre ainsi sans avoir d'éléments particuliers. Et ils font, je dirais, partie presque du plus grand nombre des personnes qui sont dans ce profil. Mais il y a aussi des personnes qui ont un fort retentissement et le diagnostic médical a pour but de pouvoir mesurer de manière fonctionnelle ce retentissement et d'en tirer aussi évidemment parti pour que cette évaluation serve la personne dans son accompagnement et dans l'aide qui peut lui être portée autour de ce retentissement. L'autre aspect, c'est que le diagnostic de trouble du spectre de l'autisme s'inscrit dans ce qu'on appelle un diagnostic différentiel qui permet de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur et qu'il s'agit bien d'un trouble du spectre de l'autisme, qu'il s'agit bien d'un trouble neurodéveloppemental, ce qui est évidemment important à la fois en termes d'accompagnement, mais aussi d'accès aux droits pour la suite. Le troisième élément qui est aussi important que les autres, c'est ce qu'on appelle les comorbidités, c'est-à-dire la nécessité que, au moment de l'évaluation diagnostique, on puisse mesurer et évaluer s'il y a d'autres troubles associés, qui peuvent être des troubles neurodéveloppementaux. Là, c'est très fréquent, évidemment, qu'il y ait d'autres troubles neurodéveloppementaux, TDAH ou autres, qui soient associés, mais aussi les troubles neuropédiatriques, métaboliques, par exemple, qui ont la nécessité d'être évalués pour pouvoir apporter un soin spécifique, un traitement spécifique de ces troubles neurométaboliques. Les questions génétiques se posent également, au-delà même de la génétique en tant que science. Il y a autour de la génétique la possibilité parfois de trouver un certain nombre de troubles neurogénétiques qui pourraient orienter de manière très significative l'accompagnement et le soin des personnes qui ont un fort retentissement, et je pense en particulier aux personnes qui ont un trouble du développement intellectuel associé. Et puis, dernier point, l'évaluation qui se fait au niveau du diagnostic médical d'un trouble du spectre de l'autisme a pour objet également de souligner l'importance du suivi sur le plan somatique, donc sur le plan de la santé physique, car comme on le sait, chez les personnes avec un trouble du neurodéveloppement et en particulier un trouble de la communication, il y a un risque important que les soins soient faits plus tardivement que dans la population générale et qu'il y ait une perte de chance. Donc il est très important de souligner autour de ce diagnostic médical l'importance du suivi à la fois dentaire, somatique général, et de faire le lien avec le médecin généraliste pour l'aider à comprendre les spécificités de l'enfant ou de l'adulte qui l'accompagne. Et d'ailleurs, pour l'adulte, ce diagnostic médical a évidemment un intérêt encore plus précis, puisque de nombreuses personnes qui viennent dans des centres de consultation en vue d'un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme ont déjà d'autres diagnostics psychiatriques dans le passé et dans lesquels ils ne se retrouvent pas. Donc il est particulièrement important de pouvoir faire en sorte que le diagnostic qui a pu être posé à une période puisse être revu, interrogé, voire corrigé pour que l'accompagnement et que la personne, son environnement, que ce soit un enfant ou un adulte, puisse se représenter le style cognitif et les besoins que chacun peut avoir lorsqu'on est
avec ce trouble du spectre de l'autisme. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Alors, nous revenons sur les besoins, et après l'annonce du diagnostic, eh bien, il faut être en mesure d'orienter les familles. Et pour cela, je vous laisse écouter Viviane Huys. Bonsoir, je m'appelle Viviane Huys, j'assure la coordination du projet territorial de santé mentale de la Savoie et je vais vous dire quelques mots concernant le repérage et le diagnostic précoce des troubles du neurodéveloppement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on dispose de 3 leviers majeurs en faveur du repérage et des interventions précoces et d'une recherche fondamentale qui est menée depuis quelques années maintenant, qui s'intitule la cohorte Marianne. Donc, en matière de levier, nous disposons des 1000 premiers jours, on va y revenir, des stratégies nationales autour des troubles du spectre de l'autisme et des troubles du neurodéveloppement. Nous avons également la possibilité de disposer aujourd'hui d'un carnet de santé qui a évolué ces dernières années, notamment avec une nouvelle mouture qui entre en vigueur au 1er janvier 2025. En ce qui concerne la campagne des 1000 premiers jours, elle a démarré en réalité depuis 2021, puisque le gouvernement a alors mis l'accent sur la nécessité d'accompagner les femmes enceintes jusqu'aux 2 ans de l'enfant à naître, ce qui revient donc à 1000 jours entre le début de la grossesse et les 2 ans de l'enfant, avec cette idée que effectivement il s'agit d'intervenir de manière précoce, très en amont de la naissance, dans un accompagnement à la parentalité, pour prévenir tout un certain nombre de risques liés au développement de l'enfant dans la toute petite enfance. En ce qui concerne cette fois plus exactement le repérage et les interventions précoces et le diagnostic précoce en matière de TND, les stratégies nationales autisme au sein des TND et la récente stratégie nationale troubles du neurodéveloppement 2023-2027 a conduit depuis 2018 en réalité à créer des plateformes de coordination et d'orientation troubles du neurodéveloppement qui sont en réalité des instances de coordination qui fédèrent tous les services qui sont concernés par le repérage et le diagnostic précoce et l'intervention dans des bilans également. Les PCO, elles permettent surtout de déclencher des forfaits d'intervention précoce qui permettent un zéro reste à charge pour les interventions des psychologues, des ergothérapeutes et des psychomotriciens. Elles coordonnent le parcours donc de bilan et d'intervention en relation étroite avec les services de ligne 2, CMP, CMPP et CAMS, sachant que les PCO sont souvent portés par des CAMS. Et puis, elles accompagnent également les familles à travers une forme de guidance parentale pour prévenir et limiter les difficultés qui sont engendrées par un neurodéveloppement atypique de l'enfant. Le carnet de santé a déjà évolué il y a quelques années avec des indicateurs et des premiers signaux d'alerte, on va dire, autour de dysfonctionnements dans certaines fonctions développementales chez le jeune enfant. La nouvelle mouture du carnet de santé qui entre en vigueur au 1er janvier met l'accent vraiment sur un certain nombre de repères et notamment de repères pour dépister les troubles du neurodéveloppement, puisqu'on connaît bien aujourd'hui ces signaux avant-coureurs et plus tôt on les repère, et ça la science l'a démontré, et plus tôt on intervient et plus tôt on va limiter le risque de handicap lié à ces fonctionnements atypiques. Enfin, sur le versant de la recherche, la cohorte Marianne a été lancée pour stimuler les chercheurs et les centres d'excellence et les instances de recherche nationales pour vraiment mener une étude de cohorte autour des déterminants en réalité qu'on va pouvoir mieux identifier, mieux comprendre, qu'il s'agisse des déterminants
endogènes en quelque sorte, et des déterminants exogènes, donc environnementaux, qui laissent penser qu'ils accentuent ou qu'ils favorisent ces fonctionnements atypiques. Je vous remercie. Alors nous allons voir à présent en quoi le partenariat parent-professionnel est essentiel. La synergie des efforts de tous les acteurs impliqués favorise effectivement des résultats positifs et durables dans la prise en charge des personnes autistes. Alors, voyons un petit peu en quoi ce partenariat est essentiel. Il favorise d'abord l'accès des familles à la connaissance et à la formation, puisque ce sont les professionnels qui vont orienter les familles vers la formation, vers la connaissance. Voilà. Ensuite, le rôle des professionnels, c'est de soutenir les parents dans le développement de leurs compétences, de les accompagner. Ils vont agir sur le stress des parents en restaurant leur confiance dans leurs capacités, et cela également par le biais de nouvelles compétences. Ils vont, par l'accès à la connaissance, leur permettre d'effectuer des choix éclairés et de défendre les droits de leur enfant. Et cela va amener les professionnels aussi à répondre de manière pertinente et personnalisée aux besoins et aux attentes des familles, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc je rappelle encore une fois qu'il est souvent rapporté par les familles un manque de coordination entre les professionnels et les services. Je peux vous en citer un. Quand nous avons fait opérer notre fils des dents de sagesse, j'ai eu un échange de 3/4 d'heure avec l'anesthésiste pour préparer son arrivée, et le jour de l'opération, ce n'était pas la même anesthésiste et aucune information n'a été transmise. Voilà, donc c'est dans ce genre de difficultés, c'est à ce genre de difficultés qu'on peut être confronté, et ce sont vraiment des éléments auxquels il faut prêter une grande attention, puisque ce qui s'en est suivi pour l'opération de Pierre était absolument dramatique. Ça l'a mis lui en danger, ça lui a créé un traumatisme, et une infirmière s'est pris des coups de pied dans la tête. Donc voilà, c'est aussi ça, c'est aussi pour cette raison, c'est pour prémunir tout le monde. Alors, quels sont les éléments clés ? Donc il y a effectivement, comme on l'a déjà vu, une prise en compte du vécu des familles et de l'enfant, donc connaître leur histoire, leurs difficultés, les difficultés de l'enfant, les difficultés de la famille, aussi des parents, dans leur organisation, dans leur acceptation, dans leur accompagnement, dans leur quotidien. Il faut respecter le rythme d'acceptation du diagnostic. C'est, comme on l'a dit tout à l'heure, s'il y a une forme de deuil, effectivement, et ça se digère dans le temps. Il faut accueillir les parents avec humilité, écoute, respect. La relation doit être basée sur la confiance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les professionnels, il y a aussi les parents qui doivent faire confiance aux professionnels. Et donc il faut qu'il y ait une ouverture à la transparence de l'information, de la transmission d'informations. Il faut qu'il y ait une reconnaissance mutuelle des compétences, donc les compétences cliniques des praticiens, et le savoir expérientiel des parents, puisque comme nous l'avons vu ensemble, chaque personne autiste est différente, et pour reprendre, je ne sais plus qui l'a dit, quand vous avez rencontré une personne autiste, vous avez rencontré une personne autiste. La réciprocité, donc le partage d'informations, la collaboration, c'est un travail d'équipe où tous les intervenants doivent travailler en collaboration. La responsabilité partagée, chacun a sa responsabilité. La co-construction, donc on réfléchit ensemble à l'avenir de la personne, où on réfléchit, le professionnel réfléchit avec la personne autiste. Et donc il faut favoriser les pratiques de coaching, c'est ce qu'on appelle aussi l'empowerment, c'est-à-dire qu'on va transmettre aux familles et aux personnes autistes, on va leur permettre de reprendre la main sur leur quotidien. Alors, l'autisme comme variant humain. L'idée, c'est la reconnaissance de la dignité d'une forme de vie qui est atypique et minoritaire, puisque ça concerne 1% de la population mondiale. La prévalence, en fait, elle est biaisée,
Il n'y a pas d'augmentation de l'autisme, c'est l'augmentation des critères qui a permis l'augmentation de l'autisme, sa reconnaissance par le grand public. Donc on voit aussi beaucoup d'adultes qui viennent pour un diagnostic, puisqu'ils se sont reconnus quelque part dans des particularités. Et donc il y a beaucoup d'adultes aussi dans les centres ressources autisme qui cherchent à se faire diagnostiquer, et beaucoup d'adultes avec un enfant autiste qui se disent « Ah mais oui, ça me ressemble quand même, il y a peut-être quelque chose aussi chez moi, et je me rappelle quand j'étais petit, c'était quand même pas simple. » Voilà, et donc c'est une condition à part. Alors, on va pas aborder tous les mots de l'autisme, autisme, trouble du spectre autistique, condition, tout ça, voilà. Tout dépend, je pense, du lieu dans lequel on l'emploie et pourquoi on l'emploie. Enfin, on va voir un accompagnement au plus près des besoins de la personne autiste en misant donc sur les forces, comme on l'a dit tout à l'heure, et non pas en se fixant sur les points négatifs. Alors, je vous ai mis ce petit extrait que j'aime beaucoup d'Erving Goffman dans son ouvrage Stigmate, les usages sociaux des handicaps. Ça date de 1975, marquer une différence et assigner une place, une différence entre ceux qui se disent normaux et les hommes qui ne le sont pas tout à fait, ou plus exactement, les anormaux qui ne sont pas tout à fait des hommes. Une place dans un jeu qui, mené selon les règles, permet aux uns de se sentir à bon compte supérieur et donne aux autres l'assurance fragile qu'à tout le moins on ne les lynchera pas, et aussi l'espoir tranquillisant que peut-être un jour ils passeront de l'autre côté de la barrière. Voilà. Donc on a un peu évolué, mais voilà, il y a encore pas mal de chemin à faire. Alors, la reconnaissance de la dignité d'une forme de vie. Donc, sur le plan scientifique, l'autisme, on le sait, n'est pas une maladie, ça c'est acquis. Comme on l'a dit, il concerne 1% de la population, soit 700 000 personnes en France. En 2003, le généticien Thomas Bourgeron de l'Institut Pasteur a identifié les premiers gènes associés à l'autisme. Je vous ai mis la référence de son ouvrage qui est très intéressant, je vous invite à le lire également. Et nos connaissances, malgré tout, restent encore limitées dans l'identification des causes, c'est-à-dire qu'on ne sait toujours pas pourquoi il y a de l'autisme. D'un point de vue sociétal, eh bien, l'évolution des représentations de l'autisme auprès du grand public a évolué grâce aux médias, alors aussi aux parents qui se sont battus, qui ont milité, à la pop culture et au militantisme des personnes autistes elles-mêmes, c'est-à-dire celles qui sont Asperger, comme Telpen Grandin, Joseph Chovanec, voilà, enfin, on en connaît un certain nombre. Donc celles qui ont la parole et qui peuvent s'exprimer au nom des autres. Cela crée un biais malgré tout, parce que ce sont des personnes qui ont de très bonnes compétences, et ça masque toutes celles qui ont de grandes difficultés. Cela permet aussi la reconnaissance par identification par les personnes autistes, et c'est la raison pour laquelle on assiste à beaucoup de diagnostics aussi aujourd'hui. Donc tous ces personnages, vous en connaissez un certain nombre. Le premier, donc pour les plus âgés, on va dire à partir de mon âge, Redman, voilà, qui a été le premier à être porté à l'écran, et puis il y en a d'autres, donc Monk, on a évoqué Sherlock, enfin voilà, il y en a toute une quantité qui ne sont pas toujours présentés comme autistes, mais quand on connaît l'autisme, on voit bien qu'il y a un truc. Et donc, je vais vous parler de cette nouvelle théorie, l'autisme comme variant humain, porté par Laurent Motron, mon héros. Celui qui m'a toujours accompagné depuis son premier ouvrage en 2004. Donc Laurent Motron est psychiatre au Canada. C'est d'ailleurs son laboratoire de recherche qui édite la revue, enfin la revue sur le spectre que je vous ai présentée tout à l'heure. Et donc, en fait, là, pour moi, il a mis des mots sur ce que j'avais senti depuis toujours, et c'est tellement clair. Donc, en fait, l'autisme, ce serait, à un moment, il y a une bifurcation. On va voir quand d'ailleurs, c'est écrit là, du biais, donc l'abandon du biais social au profit du biais perceptif. Et clairement, ça me semble tellement clair, c'est limpide. Et donc ça se situe à quel moment cet abandon?
entre dans la fenêtre étroite des 18-20 mois pour ce que Laurent Moutron et les professionnels appellent l'autisme prototypique. Et donc, on a des critères, hein, l'absence de réponse au non, une réduction ou une perte du regard en face, une réduction des mimiques faciales et de l'intérêt pour les pairs, une émergence des comportements répétitifs et une absence soudaine du langage. Donc tout ça, nous on l'a vécu en direct effectivement, et ça s'est passé, ça peut se passer en plusieurs mois, ça peut se passer à peine, voilà, vous voyez, quelques années, et ça peut se passer sur quelques semaines. Et nous on l'a vécu en quelques semaines. Et ben je peux vous dire que ça fait un drôle d'effet. Quand votre enfant d'un seul coup ne vous regarde plus, ne répond plus à son prénom, c'est très très difficile. On comprend pas ce qui se passe. Donc ces ouvrages m'ont particulièrement soutenue, puisque dans je crois que c'est son premier ouvrage où il évoquait déjà l'autisme comme une autre intelligence. Et là donc il ne fait que le confirmer. Alors la fenêtre des 18-20 mois, ça correspond à la première vaccination. Donc il y a eu toute une théorie complotiste aussi par rapport au vaccin, qui aujourd'hui est complètement écartée bien sûr. Alors, accompagner une personne autiste en misant sur ses forces pour favoriser son accès au bien-être. Alors, c'est quoi le bien-être? Donc, l'Organisation mondiale de la santé définit cela comme un état complet du bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en l'absence d'une maladie. L'accès au bien-être dans la société, c'est au niveau de la santé bien sûr, de la scolarité, du travail, de la socialisation. Pour la personne autiste, c'est pouvoir être soi-même, donc pas forcément chercher à modifier ses comportements, donc avec un intérêt, lui laisser son approche, lui laisser ses intérêts restreints, découvrir ses capacités, miser dessus. C'est avoir malgré tout des relations sociales, ce qui est très compliqué pour les personnes autistes. Donc il y a quand même des situations qui peuvent les aider, faire partie de la communauté, à avoir un état de tranquillité, de sécurité, pouvoir avoir des émotions positives et pouvoir s'engager comme n'importe qui. Les particularités de la personne autiste, c'est qu'elle doit faire beaucoup plus d'efforts pour fonctionner. Elle a une grande fatigabilité, et je vous invite à découvrir, si vous ne la connaissez pas encore, la fameuse théorie des cuillères, qui n'est pas une théorie, hein, voilà, elle n'a aucune valeur scientifique, mais elle permet de comprendre effectivement qu'une personne lambda, elle va partir avec un certain nombre de cuillères le matin, voilà, et que la personne autiste, elle en a déjà moitié moins, et qu'à la fin de la journée, ben, elle n'aura plus de cuillères, alors que l'autre, elle en aura encore quelques-unes à sa portée. Voilà, ça... on peut aussi voir le camouflage qu'on voit souvent, beaucoup plus souvent chez les femmes autistes. Les femmes autistes, en fait, elles cherchent plutôt à se fondre dans la masse, à faire du coping, c'est-à-dire à essayer de ressembler au maximum aux autres, et à faire en sorte qu'on ne voit pas trop leurs différences. Voilà. Et le burn-out aussi autistique, donc il faut y prêter extrêmement attention, effectivement. Et donc la gestion sociale et sensorielle des personnes autistes, qui peuvent avoir une grande incidence sur leur bien-être. Alors, ce fameux biais perceptif, qu'est-ce que c'est? Donc c'est la perte d'intérêt, je ne vais pas vous le redire, hein, on l'a vu. Et donc il faut, pour miser sur les forces, il faut identifier et utiliser ces forces d'intérêt pour soutenir les apprentissages, pour soutenir la participation sociale et favoriser évidemment l'accès au bien-être. Super, j'arrive au bout. Alors, je vous ai pas tout mis parce que on est encore là demain. Ce que les autistes font avec leur environnement, comme le dit Laurent Moutron, ils sont chez les humains les seuls à le faire. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de conditions autistiques et d'une autre intelligence. Donc dans leur accès à la communication, il faut savoir que tous les êtres vivants communiquent, y compris les arbres, hein, on a fait pas mal de découvertes là-dessus. C'est donc un droit fondamental, parce que quand vous ne communiquez pas,
vous avez une frustration, vous développez des troubles du comportement, c'est absolument dramatique, donc il faut donner l'accès à la communication à chaque être humain. Il y a des solutions plus ou moins qui vont être de communication plus ou moins importantes, mais malgré tout, on peut apporter un système de communication à tout le monde. Chez l'humain, l'acquisition du langage se fait par exposition au contact de ses pairs, ce qui n'est pas du tout le cas des personnes autistes. Nous allons voir comment elles s'y prennent. Effectivement, comme il n'y a pas de biais social, eh bien, forcément, elles apprennent le langage autrement. Et il y a du coup un intérêt sensoriel pour le langage non communicationnel. Ensuite, nous pouvons aborder comment accompagner la personne autiste dans son quotidien pour réduire son stress. On va matérialiser l'action et le temps pour l'aider à maîtriser son quotidien. On va donner du sens au maximum dans son accompagnement en s'appuyant sur ses intérêts et non pas en lui proposant des choses qui ne l'intéressent pas. Donc on va partir de ses intérêts pour les transformer. On va transformer l'essai en fait, pour l'amener à avoir pour acquérir d'autres apprentissages. Et puis il y a également les caractéristiques spéciales pour développer aussi les apprentissages. Alors, moi je vais aborder quelques petites choses, pas tout. Forcément, je vais vous parler de la voix, puisque c'était une des thématiques de mon mémoire. Donc, accéder à la communication. Le traitement de la voix chez la personne autiste, il faut savoir que comme il y a la perte du bien social dans l'acquisition du langage, elle va traiter la voix comme n'importe quel son. Voilà, c'est un son parmi d'autres, et c'est pour ça que les enfants autistes ne se retournent pas sur leur nom. Donc comme n'importe quel son, et il faut savoir aussi que en matière de perception et non pas de sensorialité, il faut bien faire la distinction. Les sens, c'est ce qui vous amène l'information par l'extérieur, et c'est votre cerveau qui traite l'information, et ça c'est la perception. Et donc tous les sons arrivent au même niveau dans l'oreille de la personne autiste. Donc quand elle est dans une salle et qu'il y a, notamment en classe, c'est absolument terrible pour une personne autiste s'il y a du bruit, parce qu'elle n'arrive plus à focaliser le son, son écoute sur l'enseignant, par exemple. Voilà. Il y a un intérêt pour la musicalité des mots qu'on peut voir à travers l'écholalie, la répétition de langage stéréotypé, de phrases complètes qu'on peut retrouver. Nous on se dit mais ça en fait ça fait partie d'un dessin animé, il a appris le dialogue par cœur, et donc c'est reconnaissable donc par les origines télévisuelles. Donc ce qui veut dire que les personnes autistes apprennent le langage non pas au contact des pairs, mais par d'autres moyens qui sont notamment la télévision, avec la répétition de mots, de phrases. Et parfois, quand ils sont petits, ils arrivent à réutiliser les mots ou les phrases dans un contexte adapté, ce qui parfois nous surprend en tant que parents, et on est très contents. Le mutisme, donc, c'est une grande économie de parole ou un déficit du langage formel qui peut persister. Et dans ce cas, il faut mettre en place de la CA, donc de la communication alternative améliorée, qui peut passer par des pictogrammes, des images, et on va voir qu'il y a d'autres solutions pour permettre l'enfant d'accéder à la communication via l'acquisition d'un langage très particulier. Alors, je vais vous laisser écouter Alexia Ostroleng, qui je crois est avec nous ce soir depuis le Canada, et qui a eu la gentillesse d'accepter de réaliser cette capsule vidéo sur un de ses sujets de recherche, qui est l'hyperlexie, qui est une caractéristique spéciale, un levier d'apprentissage vers la communication qui est malheureusement trop peu connu en France. Elle-même le dit, et il faut vraiment parler d'hyperlexie. Voilà, je vous laisse l'écouter. Bonjour, je m'appelle Alexia Ostroleng, je suis chercheuse postdoctorale à l'Alliance canadienne de l'autisme et j'ai fait mon doctorat à l'Université de Montréal sur le sujet de l'hyperlexie. Aujourd'hui, je voudrais partager certaines des choses que j'ai apprises avec vous. Alors l'hyperlexie, qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas de critères diagnostiques officiels.
Elle n'apparaît dans aucun guide ou manuel de psychiatrie, donc je vais vous parler des critères de définition qui apparaissent dans la littérature scientifique sans qu'il n'existe de consensus ni entre les chercheurs, ni entre les cliniciens. Le premier critère, c'est un fort intérêt pour le matériel écrit. Les lettres, les chiffres, parfois les symboles. On parle de petits enfants qui passent une grande majorité de leur temps libre à faire des activités en rapport avec les lettres et les chiffres. Et souvent, ils écrivent des lettres avec tout ce qu'il y a à disposition. Ça peut être de la boue ou même de la salive, sinon rien d'autre. Le deuxième critère, c'est une acquisition précoce d'aptitudes de lecture, en général avant 5 ans, sans enseignement explicite, donc sans qu'on ait essayé de leur apprendre. On se retrouve souvent avec des parents qui sont étonnés parce qu'ils se rendent compte que leur enfant de 3 ans lit des mots ou reconnaît le nom d'un magasin dans la rue, alors même qu'ils ont un retard dans le développement du langage oral ou certaines autres aptitudes. Mais on ne parle pas ici de lecture typique, c'est là le troisième critère. Ce sont les enfants qui apprennent à décoder les mots écrits, c'est-à-dire à faire le lien entre les caractères écrits et les sons qu'ils représentent, mais leur niveau de compréhension est bien plus bas. Attention, ça ne veut pas dire qu'ils ne comprennent rien, ça veut juste dire qu'ils peuvent décoder ou lire à un niveau bien plus avancé qu'ils ne comprennent. Dans mon travail, j'ai étudié le lien entre l'hyperlexie et l'autisme, et on s'est rendu compte qu'une grande majorité, si ce n'est tous, des enfants hyperlexiques sont sur le spectre de l'autisme. À l'inverse, on a aussi réalisé que l'hyperlexie pouvait représenter jusqu'à 20% des enfants autistes, donc une portion non négligeable qui mérite qu'on s'y intéresse plus sérieusement. Une des choses auxquelles je m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est le lien entre l'hyperlexie et le développement du langage. Une hypothèse qu'on a développée, c'est que certains enfants autistes pourraient entrer dans le langage par une voie différente, qui pourrait, dans le cas de l'hyperlexie, être le langage écrit. Donc, quand on s'attend à ce qu'un enfant en développement typique apprenne à parler avant d'apprendre à lire, il faudrait modifier ses attentes, l'ordre et le rythme attendu des apprentissages pour certains enfants autistes. Pour ça, moi je dis beaucoup aux parents que je rends compte qu'il est important qu'il y ait du matériel d'intérêt à disposition des enfants afin qu'ils puissent s'en nourrir et finalement développer leurs aptitudes dans l'ordre qui leur convient. Je sais que des parents développent beaucoup d'autres stratégies pour utiliser la force qu'est l'hyperlexie dans leur quotidien, comme un levier d'apprentissage ou comme un outil de communication. Et je vais laisser votre conférencière vous en dire plus. Voilà, donc je voulais vraiment vous parler d'hyperlexie parce que d'une part c'est très peu connu en France et parce que nous y avons été, on y a été confrontés par 2 fois quand même. Paul a appris à lire seul à 4 ans. Et donc on s'est un peu fait disputer à l'école parce qu'on lui avait appris à lire, mais en fait il a appris à lire tout seul. Et Pierre maîtrisait son alphabet à 2 ans. Il faut savoir que Paul a développé un langage parfaitement fonctionnel, hein, il est en école de cinéma, voilà. Alors que Pierre, c'est ce que vous expliquait Alexia Ostrolenk, certains enfants vont avoir effectivement, vont présenter donc cette caractéristique, mais ne vont pas développer un langage fonctionnel. C'est vraiment un intérêt spécifique pour le matériel, pour les lettres, les chiffres, parfois aussi les formes simples, les carrés, les étoiles, voilà. Moi, ça m'a beaucoup aidé chez le médecin généraliste quand on était en salle d'attente. Je passais 30 minutes, 40 minutes quand il était très en retard à dessiner des lettres, des chiffres, on effaçait, je recommençais et ça le canalisait. Voilà, donc c'est un des outils intéressants à avoir toujours avec soi. C'est une tablette sur laquelle on peut écrire et qui est effaçable. Ça améliore. Alors, donc l'isomorphisme, Alexia vous en a parlé, c'est donc réussir à faire le lien entre la forme sonore et la forme écrite seule. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et ça améliore la compréhension du langage oral et permet de corriger aussi les déformations des mots. Pour ça, on va se prêter un petit jeu. Qui parle couramment anglais dans la salle? Voilà, merci. Viviane, je sais. Alors, quand vous entendez une chanson en anglais et que vous voulez la chanter, vous la chantez parfaitement ou vous la chantez en yaourt? Voilà, donc l'écrit va vous aider à mieux entendre. Eh bien, c'est cela qui va se passer chez l'enfant autiste. Moi, je l'ai observé. C'est qu'en écrivant les mots à Pierre, il comprenait mieux ce qu'il entendait et il se corrigeait automatiquement. Ça m'a permis aussi de comprendre ce qu'il cherchait à me dire, et il y a une formule, j'ai mis presque 1 an à la retrouver. Il me disait tout le temps « moto wadai ». Ouais.
Ok, ouais. Et j'ai retrouvé ce que ça voulait dire par la musicalité. C'est-à-dire que Pierre, comme on l'a vu tout à l'heure, s'intéresse à la musicalité des mots. Et donc j'ai retrouvé d'où venait cette musicalité. C'était une expression que j'employais quand je le faisais travailler et je lui disais « très bon travail ». Voilà. Et donc c'est devenu moto adaï. Et donc je lui ai écrit l'expression et d'un seul coup il l'a mieux entendu et il ne s'est plus jamais trompé. L'intérêt précoce pour les lettres et les chiffres, donc comme l'a dit Alexia Ostrolak, allez-y, mettez le maximum de choses à disposition parce que c'est un intérêt qui peut permettre d'accéder à la communication. C'est effectivement cela qu'on cherche à vous dire, c'est que l'accès à la communication peut se faire via l'hyperlexie. Donc il faut vraiment proposer tout ce que vous pouvez trouver. Donc nous on a tout eu, hein, en bois aimanté, en mousse pour la douche qui se colle contre les parois, les lettres mobiles Montessori. Donc ça, le matériel Montessori, ça porte quand même le nom de matériel sensoriel pour les petits. S'il n'y a pas un matériel qui est le mieux adapté aux personnes autistes, c'est bien celui-là pour les enfants, pour les tout petits. C'est absolument génial. Donc nous, on a eu beaucoup de matériel Montessori. On n'a pas suivi la méthode, hein, mais on a utilisé le matériel. En fait, on va ensuite transformer cet intérêt vers d'autres aptitudes. Donc ça va permettre de développer des compétences comme par exemple nous Paul, en fait, quand on allait sur les parkings des supermarchés, on passait déjà une demi-heure sur le parking à lire toutes les plaques minéralogiques. Voilà, donc c'était très sympa. Et du coup, d'un seul coup, il s'est intéressé au nombre qui est à droite, donc au numéro du département. Eh bien, nous nous sommes intéressés à la géographie et ça nous a donné quelques surfroids en voiture. Je me suis fait une feuille de pompe parce que je ne me souvenais plus de la liste de départements que j'avais appris au collège. Et donc, quand il voyait une plaque minéralogique avec un département, il nous demandait ce que c'était et donc je dégainais ma feuille de pompe. On peut travailler sur la motricité fine. Donc, emmener l'enfant vers un travail d'écriture. On sait qu'ils ont parfois des problèmes de praxie. Alors je vous invite à suivre justement la méthode Montessori qui est assez géniale, c'est-à-dire qu'on va d'abord utiliser le doigt avant d'utiliser le crayon et on va dessiner, vous prenez un plateau, vous mettez de la semoule, du sable, ce que vous voulez, et donc vous allez lui faire dessiner les lettres et il va adorer ça. Nous on l'a beaucoup fait. La peinture, donc redessiner, donc vous voyez Pierre, je lui fais faire beaucoup d'activités en art plastique, voilà, il écrit la première lettre de son prénom, on a fait des collages, des découpages, du coloriage, des tampons, enfin voilà. Donc en fait ça va permettre vraiment de développer ses capacités, de découvrir plein d'autres choses comme les arts plastiques, voilà. Et la lecture évidemment, puisqu'il faut aussi les nourrir en ouvrage, puisqu'ils s'intéressent à la lecture. Alors, matérialiser le temps. Le temps, c'est un peu comme le langage finalement. C'est impalpable, c'est évanescent, ça n'existe pas. Et les personnes autistes donc, sont très perceptives, donc elles ont besoin d'avoir la main sur ce qui les entoure. Et je pense que c'est un petit peu ça peut-être aussi qui caractérise ce manque de biais social, c'est qu'elles ont besoin de manipuler ce qui les entoure. Et donc le langage et le temps, ça n'existe pas. Donc c'est une source d'angoisse. Elles ont besoin de prévisibilité, donc de voir justement. Donc c'est dans ça que c'est perceptif, c'est de pouvoir voir ce qui les attend concrètement. Donc on va organiser le temps pour pouvoir les déstresser. La personne TSA est en plus un penseur visuel avec de très très bonnes compétences du visuel, donc c'est aussi une des caractéristiques sur lesquelles il faut s'appuyer. La personne autiste pense en images, et d'ailleurs nous pensons tous en images. Alors quels outils? Il y a la méthode Teach qui est vraiment la plus efficace, c'est-à-dire qu'on va structurer l'environnement. Alors là, c'est une salle de classe, mais ça va être aussi chez vous, il faut structurer. On va faire des plannings visuels. Donc les plannings. Alors commencez toujours sur le site 2 minutes pour mieux vivre l'autisme. C'est assez génial, vous allez voir, ils vont vous expliquer en quoi ça aide un enfant de faire un planning visuel. Donc je vous invite à aller consulter vraiment leur site. Ensuite, on va avoir les séquençages d'activités, donc l'ordre
puisqu'ils ont un problème de planification aussi, et d'organisation. Donc on va apprendre, on va leur donner un séquentiel qu'on peut utiliser en chaînage. Donc le chaînage, c'est-à-dire que le chaînage, alors je sais plus le chaînage avant et le chaînage arrière, parce que je suis pas une professionnelle encore une fois. Le chaînage arrière, je crois qu'on lui fait faire la première activité, puis on fait, non, enfin bref, voilà, on lui apprend progressivement la séquence. Voilà, que ce soit dans un sens ou dans un autre, il va apprendre progressivement la séquence. Il y a un élément qu'on va lui faire faire tout seul, on va faire les autres avec lui, après on va faire on va lui faire faire 2 éléments tout seul, et après nous on va faire tous les autres avec lui, etc. Jusqu'à ce qu'il maîtrise parfaitement la séquence. Donc ça vaut pour la toilette, ça vaut pour l'organisation dans sa chambre sur faire ses devoirs, ça vaut pour s'habiller, enfin voilà, donc tout ça, ça va vraiment aider la personne autiste. Alors, donner du sens. Donc, en s'appuyant sur les intérêts spécifiques et les caractéristiques des personnes autistes, on va donner du sens à ce qu'elles font, parce qu'on va aller dans leur sens, vers leurs intérêts. Donc, c'est absolument primordial pour développer d'autres capacités et développer d'autres apprentissages, comme on l'a vu précédemment. Donc il y a les intérêts spécifiques, voilà. Donc il y a la pensée visuelle, on a vu les capacités spéciales comme l'hyperalexie ou l'oreille absolue. Donc nous, nos 2 fils ont l'oreille absolue aussi. J'ai un peu galéré pour Pierre qui est dyscropliant et qui n'a pas la communication pour lui trouver des professeurs de piano, mais on a trouvé, on a mis en place le teach, les pictogrammes, donc avec l'apprentissage d'abord. Alors j'ai repris la théorie en 3 temps de Maria Montessori. Montre-moi je te montre une note de musique, montre-moi telle note, dis-moi qu'est-ce que c'est. Voilà, ça c'est la méthode Montessori. Et donc il a appris les notes de musique de cette façon, et comme il était super actif, j'ai acheté un piano de sol géant, parce qu'il ne pouvait pas rester au piano, assis correctement, gentil. Il sautait sur les notes. Donc voilà, c'était une autre solution pour lui apprendre le solfège. Et donc son professeur de solfège lui avait mis un pictogramme sur je lis les notes, le pictogramme je fais le rythme, et le 3e pictogramme je joue au piano. Voilà, on était parti là-dessus. Donc voir les centres d'intérêt et les comportements répétitifs. Donc il y a une notion de plaisir qui est très importante, et il faut savoir que c'est dans la répétition qu'on a du plaisir. Voilà. Combien de personnes parmi vous ont repassé en boucle une même chanson? Voilà, on est tous un peu pareils, sauf que la personne autiste, c'est une version exacerbée finalement de nous les neurotypiques. Quelques exemples de Pierre. Pas facile, hein. Est-ce que Pierre, ça y est, c'est fini? Oui. Fais moins fort, Pierre, s'il te plaît. Moins fort. Tu peux passer, hein. Maintenant, donc, il est en autonomie dans sa chambre avec le logiciel Synthesia, qui est du garage band, en fait. La socialisation, donc je crois qu'il y a eu une question également ce soir sur les difficultés pour aider son enfant à se socialiser. Alors, ça dépend du niveau de l'enfant, j'ai envie de dire, mais moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment misé sur les activités thématiques, c'est-à-dire que la personne autiste, elle a beaucoup de mal à intégrer une conversation informelle, hein, voilà, ça part dans tous les sens, c'est ingérable. Alors que si on part sur des activités thématiques, ben voilà, on est vraiment sur un sujet et c'est beaucoup plus facile. Donc nous, Paul, on lui a fait faire du théâtre pendant 10 ans, et en plus c'est très gratifiant.
comme la musique, puisqu'à un moment ils vont sur scène, hein, voilà, ils déclament et tout le monde les applaudit. Donc il faut savoir que la musique comme le théâtre, ce sont des activités extrêmement valorisantes et gratifiantes. Le sport aussi est très gratifiant, hein, voilà. Ça assure aussi une bonne condition physique et on sait que les personnes autistes comme nous autres en ont fortement besoin. En matière de communication, alors les jeunes aujourd'hui, enfin moi à l'époque, je sais pas, j'allais dans la rue, je faisais du vélo, mais maintenant ils sont tous sur Internet. Et mon fils le premier, mais bon, visiblement ça correspond quand même à la tendance. Il existe une plateforme qui s'appelle Discord, qui est une plateforme qui permet aux personnes qui ont des intérêts similaires de partager et de communiquer. Et moi, je soupçonne quand même que Paul ait trouvé quelques groupes avec des personnes autistes, vu les intérêts. Et donc, en fait, son intérêt se porte sur le cinéma, puisqu'il fait une école de cinéma. Et donc, il regarde des films ensemble et il les commente. Voilà, moi qui ne supporte pas qu'on parle pendant que je regarde un film, ben là, voilà, il commente le film pendant tout du long. Bon, voilà, c'est un fonctionnement. Voilà, donc vivre avec l'autisme, c'est apprendre à se connaître. Il faut vraiment qu'on apprenne à se connaître les uns des autres. Accepter nos différences, ça c'est vraiment prioritaire. Chacun doit faire une partie du chemin. Ce n'est pas à la personne autiste de faire tout le chemin. Adapter le monde à la diversité et construire ensemble une société ouverte à la diversité et non pas à la différence, à la diversité. Merci pour votre attention.